Les histoires fantastiques de Mama Aya. Nadine avait 23 ans quand elle a rencontré Édouard. Un homme calme, poli, qui savait parler aux parents avec respect. Il venait souvent à la maison familiale. Il saluait tout le monde avec courtoisie. Il aidait même parfois aux travaux du champ, sans qu'on le lui demande. Les parents de Nadine l'aimaient bien. Ils apprécièrent sa présence. Ils voyaient en lui un jeune homme sérieux, bien élevé, digne de confiance. 4 années ont passé ainsi. 4 longues années de visites régulières, de conversations paisibles sous le manguier, de promesses murmurées à l'oreille. Nadine était profondément amoureuse. Elle voyait en Édouard l'homme avec qui construire sa vie, fonder une famille, vieillir ensemble. Tout en lui la rassurait. Sa voix douce, ses gestes mesurés, son sourire qui ne semblait jamais être de trop. Dans le village, tout le monde connaissait leur histoire. Les voisines regardèrent Nadine avec un sourire complice. Les anciens hochèrent la tête avec approbation. C'était un couple qui se formait dans les règles, avec patience, avec respect. Rien ne laissait présager le drame qui allait suivre. Un jour de saison sèche, Édouard s'est présenté officiellement devant les parents de Nadine. Il portait un pagne traditionnel propre et une chemise blanche impeccablement repassée. Dans ses mains, il tenait une petite somme d'argent. Ce n'était pas une fortune, mais c'était suffisant pour montrer son sérieux, pour prouver qu'il voulait vraiment épouser leur fille. « Nous nous connaissons déjà depuis longtemps », a-t-il dit en s'inclinant légèrement devant le père de Nadine. « Je ne suis pas un étranger pour cette famille. Je viens aujourd'hui pour officialiser notre union. Je veux épouser votre fille, selon les règles de nos ancêtres. » Le père de Nadine a regardé sa femme. Un regard qui en disait long. Un regard rempli de questions silencieuses. La mère a souri doucement. Elle connaissait Édouard depuis des années. Elle l'avait vu grandir dans le respect des traditions. Rien dans son comportement n'avait jamais éveillé le moindre soupçon. Rien ne laissait entrevoir le monstre qu'il deviendrait. « Si vous êtes en paix tous les deux, » a répondu le père en posant sa main sur l'épaule d'Édouard. « Alors nous sommes en paix aussi. Nous acceptons cette union. Nous vous donnons notre bénédiction. » La dot a été acceptée sans discussion. La famille a célébré modestement, comme c'était la coutume. Quelques proches réunis, un repas simple mais chaleureux, des bénédictions des anciens. Nadine était radieuse ce jour-là. Elle portait déjà dans son ventre le fruit de leur amour. Un enfant qui allait sceller leur union pour toujours. Tout semblait parfait, tout semblait normal, tout semblait promis à un avenir heureux. Les semaines qui ont suivi le mariage ont été douces. Nadine vivait encore chez ses parents. Édouard venait la voir chaque jour. Ils parlaient de leur futur, de la maison qu'ils auraient, des enfants qu'ils élèveraient ensemble, des vieux jours qu'ils passeraient côte à côte. Nadine se sentait aimée, protégée, en sécurité. Puis un soir, Édouard a pris Nadine à part. Il avait un air sérieux qu'elle ne lui connaissait pas vraiment. « J'ai trouvé du travail ailleurs », lui a-t-il annoncé d'une voix calme. « Loin d'ici. C'est une bonne opportunité. On va partir tous les 3. Toi, moi et le bébé quand il sera né. » Nadine a senti son cœur se serrer. Quitter sa famille, son village natal, tout ce qu'elle connaissait depuis l'enfance. Ses amis, ses cousines, sa mère qui l'aidait dans tout. Mais Édouard avait l'air tellement convaincu, tellement sûr de lui. « Là-bas, on recommencera tout à zéro. » a-t-il insisté en prenant ses mains dans les siennes. « On aura notre propre maison, notre propre vie. On ne dépendra de personne. Ce sera mieux pour nous, pour notre famille. » Nadine a longuement réfléchi cette nuit-là. Elle en a parlé à sa mère le lendemain matin. Sa mère lui a dit que c'était normal pour un jeune couple de vouloir son indépendance, que c'était même sain, qu'elle devait suivre son mari. Un homme doit pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, avait dit sa mère. S'il a trouvé un travail ailleurs, tu dois le suivre. C'est ton devoir d'épouse. Nadine a fini par accepter. Elle faisait confiance à son mari. Elle croyait en lui.
Elle croyait en leur amour. Les parents n'ont pas protesté. Ils pensaient qu'un jeune couple devait voler de ses propres ailes, construire son propre nid. « Si tu penses que c'est mieux pour nous, » a murmuré Nadine en baissant les yeux. « Alors je te suis. Où que tu ailles, j'irai. » Ils sont partis quelques semaines plus tard, après la naissance du bébé. Une petite fille, magnifique, qui avait les yeux de sa mère. Le voyage a été long. Ils ont pris un bus, puis un autre, puis encore un autre. Nadine serrait son bébé contre elle, regardant défiler un paysage de plus en plus inconnu. Quand ils sont arrivés, Nadine a découvert une petite maison dans un quartier qu'elle ne connaissait absolument pas. Les rues étaient différentes. Les gens parlaient avec un accent qu'elle ne reconnaissait pas. Tout lui était étranger. Pas de voisins familiers pour venir la saluer. Pas de tante pour venir bavarder l'après-midi. Pas de cousine pour partager les tâches ménagères et les rires. Nadine se retrouvait complètement seule avec Édouard et leur bébé. Seule dans un endroit où personne ne la connaissait, où personne ne pourrait l'aider en cas de problème. Les premières semaines se sont relativement bien passées. Édouard partait tôt le matin pour son travail. Il rentrait le soir, fatigué mais de bonne humeur. Il mangeait le repas que Nadine avait préparé. Il jouait un peu avec le bébé, le prenait dans ses bras, lui faisait des sourires. Puis il sortait parfois retrouver des amis qu'il s'était faits dans le quartier. Rien d'alarmant au début. Rien qui aurait pu inquiéter Nadine. Mais progressivement, insidieusement, quelque chose a commencé à changer. Les sorties d'Édouard sont devenues plus fréquentes. Il rentrait de plus en plus tard. Parfois, il ne rentrait qu'au milieu de la nuit. Nadine l'entendait tituber dans le couloir. Elle sentait l'odeur de l'alcool qui imprégnait ses vêtements. Elle ne disait rien. Elle faisait semblant de dormir. Un matin, alors que le soleil venait à peine de se lever, Nadine balayait la chambre comme elle le faisait chaque jour depuis leur installation. C'était sa routine. Elle commençait toujours par la chambre, puis elle passait au salon, à la cuisine. Elle passait le balai sous le lit, chassant la poussière accumulée, quand Édouard est entré brusquement dans la pièce. « Arrête ça immédiatement !» a-t-il ordonné d'une voix sèche qu'elle ne lui connaissait pas. Nadine a levé la tête, surprise par ce ton brutal. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? » « Ne balaie plus jamais dans cette chambre. Tu m'entends? Plus jamais. Pourquoi je ne peux pas balayer notre chambre? Ce n'est pas logique. Parce que je te dis non, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'autres explications. » Le ton était froid, cassant, définitif. Nadine a posé le balai contre le mur, les mains tremblantes. Elle ne comprenait absolument pas. Depuis quand un mari interdit à sa femme de nettoyer leur propre chambre? C'était absurde, c'était incompréhensible. Mais elle n'a pas insisté. Elle s'est dit qu'il avait peut-être ses raisons, qu'il était fatigué, qu'il traversait une période difficile au travail, qu'il ne fallait pas le contrarier. Les jours suivants, l'interdiction est restée en place. Nadine nettoyait toute la maison méticuleusement, sauf la chambre conjugale. Elle trouvait ça de plus en plus étrange, mais elle obéissait. Parce qu'une bonne épouse obéit à son mari. Parce qu'elle ne voulait pas créer de conflits inutiles. Parce qu'elle espérait sincèrement que les choses s'arrangeraient d'elles-mêmes avec le temps. Mais les choses ne se sont pas du tout arrangées. Au contraire, Édouard a commencé à sortir encore plus souvent. Il rentrait de plus en plus tard. Parfois, il ne rentrait même pas de la nuit. Nadine restait éveillée, berçant le bébé qui pleurait, se demandant où était son mari, ce qu'il faisait, avec qui il était. Quand elle tentait de lui parler, de lui poser des questions légitimes, il l'ignorait complètement ou lui répondait avec une agressivité croissante. « Tu as changé depuis qu'on est arrivé ici », a-t-elle osé dire un soir alors qu'il s'apprêtait encore à sortir. « Tu n'es plus le même homme. Qu'est-ce qui se passe ? Occupe-toi de l'enfant et de la maison. » « C'est tout ce qu'on te demande, » a-t-il répondu sans même la regarder, enfilant sa veste. « Mais, Édouard, je m'inquiète pour toi, pour nous. On ne se parle plus. Tu es toujours dehors. »
« Je n'ai pas de compte à te rendre. Je fais ce que je veux. » Il est sorti en claquant la porte. Nadine était restée là, debout, au milieu du salon, les larmes aux yeux. Elle se sentait terriblement seule. Elle n'avait personne à qui parler, pas de famille proche qu'elle pouvait aller voir, pas d'amis à qui se confier. Juste elle, son bébé qui grandissait et un mari qui devenait de plus en plus distant, de plus en plus étranger, de plus en plus inquiétant. Les semaines ont passé dans cette atmosphère de plus en plus pesante. Nadine essayait de maintenir une routine normale pour le bébé. Elle le nourrissait, le lavait, jouait avec lui chantait des berceuses. Mais son cœur était lourd. Elle sentait que quelque chose de grave se tramait, sans pouvoir mettre le doigt dessus. Un après-midi, alors qu'Édouard était sorti comme d'habitude, quelqu'un a frappé à la porte. Nadine, qui donnait le bain au bébé, a rapidement essuyé ses mains et est allée ouvrir. C'était un ami d'Édouard, un homme qu'elle avait déjà vu quelquefois passer à la maison. Il s'appelait Jonas. Il avait l'air grave, presque anxieux. Il jetait des regards nerveux autour de lui. « Édouard n'est pas là !» a dit Nadine en tenant la porte entrebâillée. « Je sais, c'est précisément pour ça que je suis venue maintenant. Il faut que je te parle. C'est important. » Nadine a hésité un instant, puis elle l'a fait entrer. Jonas a refusé de s'asseoir. Il était resté debout, jetant encore un coup d'œil derrière lui par la fenêtre, comme pour vérifier que personne ne l'avait suivi, que personne ne l'écoutait. « Ce que je vais te dire est très sérieux, » a-t-il commencé d'une voix basse. « Je prends un risque en venant ici. Si Édouard l'apprend, il ne me le pardonnera jamais. Mais ma conscience ne me laisse pas tranquille. Je ne peux pas te laisser dans l'ignorance. » Nadine a senti son cœur se serrer violemment dans sa poitrine. Une boule d'angoisse s'est formée dans sa gorge. « De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce qu'il y a ? » « Édouard cache quelque chose dans votre chambre, sous le lit conjugal. Une calebasse fermée. » « Une calebasse ? Pourquoi il cacherait une calebasse sous notre lit ?» Jonas a secoué la tête lentement, l'air profondément troublé. « Ce n'est pas une calebasse ordinaire. Ce qu'il y a dedans, ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel. Édouard a changé depuis quelques mois. Il fréquente des gens dangereux, des gens qui pratiquent des choses qu'on ne devrait pas pratiquer. » « Quel genre de choses ? Ne l'ouvre surtout pas, ne la touche même pas, mais sache qu'elle est là, et que ce n'est vraiment pas normal. Fais très attention à toi, et surtout à ton enfant. » Nadine a voulu poser 1000 questions. Elle voulait comprendre. Elle voulait savoir exactement ce que contenait cette calebasse, pourquoi son mari la cachait, ce qu'il comptait en faire. Mais Jonas a secoué la tête avec insistance. « Je ne peux pas en dire plus. J'ai déjà trop parlé. Si on me voit ici, si Édouard apprend que je t'ai averti, je suis un homme mort. Mais je ne pouvais pas me taire. Pas quand il y a un enfant innocent dans cette maison. Fais attention à toi. Vraiment très attention. » Il est parti aussi vite qu'il était venu, laissant Nadine complètement bouleversée. Elle est restée plantée devant la porte fermée, le cœur battant, à tout rompre. Une calebasse sous le lit. C'était donc ça. C'était pour ça qu'Édouard lui interdisait de balayer dans la chambre. Il ne voulait pas qu'elle découvre ce qu'il cachait là. Nadine s'est approchée lentement de la chambre, comme si elle marchait vers un danger mortel. Ses jambes tremblaient, ses mains étaient moites. Elle a poussé doucement la porte. Elle s'est agenouillée devant le lit. Elle a regardé dessous, avec appréhension. Effectivement, dans le coin le plus sombre, il y avait quelque chose. Une calebasse de taille moyenne, hermétiquement fermée, enveloppée dans un tissu rouge sang. Nadine a senti un frisson glacial lui parcourir tout le dos. Elle n'a pas osé la toucher. Elle n'a même pas osé tendre la main vers elle. Elle est ressortie de la chambre rapidement, le souffle court, l'estomac noué. Elle a pris son bébé dans ses bras et l'a serré fort contre elle, comme pour le protéger d'une menace invisible. Pendant les jours qui ont suivi, Nadine n'a pas réussi à dormir normalement. Elle pensait constamment à cette calebasse.
à ce qu'elle pouvait contenir, à ce qu'Édouard avait l'intention d'en faire. Elle observait son mari différemment maintenant. Chaque geste, chaque regard, chaque parole prenait une dimension inquiétante. Quand Jonas est revenu discrètement quelques jours plus tard, profitant encore d'une absence d'Édouard, Nadine l'attendait presque. « J'ai trouvé la calebasse », a-t-elle confirmé d'une voix tremblante. « Elle est exactement où tu as dit. Sous le lit, enveloppée dans un tissu rouge. » L'homme a hoché la tête gravement, comme s'il s'y attendait. « Écoute-moi bien, Nadine. Si tu restes ici, ça finira très mal pour toi et pour ton enfant. Édouard n'est plus l'homme que tu as connu. Il n'est plus l'homme que tu as épousé. Il s'est engagé dans des voies sombres, des voies sans retour. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans cette calebasse? Dis-moi la vérité. Des choses que tu ne veux vraiment pas savoir. Des poudres, des objets, des éléments qui servent à faire du mal, à contrôler, à détruire. Pars d'ici, prends ton enfant et retourne chez tes parents, avant qu'il ne soit trop tard, avant que quelque chose d'irréparable n'arrive. » Mais comment je peux partir comme ça? Comment j'explique ça à mes parents? Je n'ai pas de preuves concrètes, juste une calebasse et des paroles. Ta vie et celle de ton enfant valent plus que n'importe quelle explication. Pars. C'est tout ce que je peux te dire. Jonas est reparti, laissant Nadine déchirée. Elle voulait partir, mais elle ne savait pas comment. Elle avait peur de la réaction d'Édouard, peur de ce qu'il pourrait faire si elle essayait de s'enfuir. Peur aussi du jugement. Que diraient les gens? Qu'elle n'avait pas su garder son foyer? Qu'elle était une mauvaise épouse? Elle a décidé d'attendre encore un peu, d'observer, de chercher à comprendre. Mais quelques jours plus tard, Nadine n'a plus pu supporter cette situation. Elle a pris son courage à deux mains. Édouard était sorti, comme toujours. Elle a pris le balai. Elle est entrée dans la chambre, le cœur battant. Elle a commencé à balayer, lentement, méthodiquement, se rapprochant du lit. Le balai a heurté la calebasse sous le lit. Nadine s'est agenouillée. Elle a attrapé le tissu rouge. Elle a tiré la calebasse vers elle. À ce moment précis, elle a entendu la porte d'entrée s'ouvrir brutalement. Édouard venait de rentrer. Il avait dû oublier quelque chose. Il a entendu le bruit dans la chambre. Il s'est précipité. « Laisse ça !» a-t-il hurlé en entrant comme un fou dans la chambre. « Laisse ça immédiatement !» Nadine a sursauté violemment. La calebasse lui a échappé des mains sous le choc. Elle est tombée par terre avec un bruit sourd. Le couvercle s'est détaché. La calebasse s'est fissurée sur le côté. Son contenu a commencé à se répandre légèrement sur le sol. Édouard est devenu livide. Toute couleur a quitté son visage. Ses yeux se sont écarquillés d'une manière effrayante. Il a regardé la calebasse cassée, avec une expression de terreur pure, absolue. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il hurlé d'une voix déformée par la panique. « Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne sais pas ce que tu viens de faire. »« Explique-moi !» a répliqué Nadine, trouvant soudain du courage dans sa colère et sa peur. « Explique-moi pourquoi tu caches ça ici. Pourquoi tu m'interdis de balayer? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Édouard s'est approché d'elle d'un pas menaçant. Son visage était déformé par une colère qu'elle ne lui avait jamais vue. Par quelque chose de bien plus sombre encore. Quelque chose d'inhumain. « Tu as fait une très grave erreur », a-t-il dit d'une voix glaciale qui lui a donné la chair de poule. « Une erreur que tu vas payer très cher. » Il s'est agenouillé précipitamment et a ramassé les morceaux de la calebasse avec des gestes fébriles, presque hystériques. Nadine a eu le temps d'entrevoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Des poudres de couleurs étranges, rouge, noir, gris. Des morceaux d'ongles, des cheveux, des objets qu'elle n'a pas pu identifier mais qui lui ont donné envie de vomir. Des choses qui n'avaient absolument rien à faire dans une maison normale. Tu vas le regretter amèrement, toi et ton maudit enfant. Vous allez le regretter. Je vais partir, a dit Nadine d'une voix qu'elle voulait ferme
mais qui tremblait. « Je vais prendre mon enfant et partir d'ici. »« Non, tu ne pars nulle part. Tu m'appartiens. Cet enfant m'appartient. Tu ne peux pas me retenir contre ma volonté. Tu verras très bien ce que je peux faire. Tu vas voir de quoi je suis capable. » La menace était claire, directe, mortelle. Nadine a senti la peur pure l'envahir complètement. Ce n'était plus son mari qui lui parlait. C'était un étranger, un homme dangereux, un monstre qu'elle ne connaissait pas. Sans réfléchir davantage, guidée uniquement par son instinct de survie, Nadine a couru vers le salon. Elle a attrapé son bébé qui dormait paisiblement. Elle a pris le premier sac qu'elle a trouvé. Elle a fourré dedans quelques vêtements, quelques affaires essentielles. Édouard la suivait dans la maison, criant des menaces de plus en plus violentes, de plus en plus terrifiantes. « Si tu sors d'ici, tu es morte. Si tu pars avec cet enfant, vous êtes tous les deux morts. Tu m'entends ? Mort. » Nadine a couru vers la porte. Elle l'a ouverte violemment. Elle s'est mise à courir dans la rue, serrant son bébé contre elle. Édouard l'a suivie jusqu'au seuil de la maison, continuant à crier. Quelques voisins sont sortis, alertés par le bruit. Nadine a couru jusqu'à la maison d'une voisine qu'elle connaissait un peu, une femme âgée qui lui avait parlé quelquefois. « Aidez-moi, je vous en supplie », a-t-elle imploré en frappant à sa porte. « Mon mari veut me tuer. Il veut tuer mon enfant. Je vous en supplie, cachez-moi. » La vieille femme, voyant son état de panique, l'a fait entrer sans poser de questions. Elle l'a caché dans sa maison. Édouard est passé devant plusieurs fois, cherchant visiblement Nadine, mais il n'a pas osé entrer chez la voisine. Nadine a passé la nuit là, tremblante, incapable de fermer l'œil. Elle serrait son bébé contre elle, pleurant en silence. Au petit matin, la vieille voisine lui a donné un peu d'argent. « Va-t'en loin d'ici, ma fille. Retourne chez ta famille. Cet homme est dangereux. » Dès que le jour s'est levé complètement, Nadine a pris un taxi. Elle avait à peine de quoi payer le trajet, mais elle n'avait pas le choix. Elle est retournée chez ses parents avec son enfant. Le voyage a duré des heures pendant lesquelles elle n'a cessé de regarder derrière elle, terrifiée à l'idée qu'Édouard la suive. Quand elle est enfin arrivée devant la maison familiale, elle a frappé à la porte, tremblante, épuisée, à bout de force. Sa mère a ouvert. Elle a poussé un cri en voyant l'état de sa fille. « Nadine, qu'est-ce qui s'est passé ? »« Papa, maman ?» a dit Nadine en s'effondrant dans les bras de sa mère, en pleurant toutes les larmes de son corps. « J'ai failli mourir là-bas. Il va me tuer. Il va tuer votre petite fille. » Ses parents l'ont fait entrer immédiatement. Ils l'ont assise. Ils lui ont donné de l'eau, du pain. Ils ont pris le bébé pour qu'elle puisse reprendre ses esprits. Puis, quand elle s'est un peu calmée, ils ont écouté son histoire. Nadine a tout raconté, depuis le début. L'interdiction étrange de balayer dans la chambre, les changements progressifs de comportement d'Édouard, ses sorties de plus en plus fréquentes, l'alcool, la mijonasse qui l'avait prévenue, la découverte de la calebasse cachée sous le lit, la confrontation, les menaces de mort, sa fuite dans la nuit. Le père de Nadine a secoué la tête pendant tout le récit, l'air de plus en plus grave, de plus en plus inquiet. « Ce n'est pas une chose ordinaire, » a-t-il murmuré quand elle a eu fini. « Ce n'est pas une simple dispute de couple. Cet homme s'est engagé dans des pratiques interdites, des pratiques dangereuses. » La mère a serré sa fille contre elle, les larmes aux yeux. « On doit protéger l'enfant. C'est notre priorité absolue. Protéger cette petite innocente. » Ils ont décidé de consulter immédiatement un pasteur, un homme de foi qu'ils connaissaient fort bien depuis des années. Un homme sage, respecté dans toute la région. Il était venu chez eux le soir même, dès qu'ils l'ont appelé. Il a écouté attentivement l'histoire de Nadine, sans l'interrompre une seule fois. Il a prié silencieusement pendant qu'elle parlait. Puis, quand elle a eu terminé, il a donné son avis d'une voix grave. « Cette calebasse contenait sans aucun doute des éléments de sorcellerie, » a-t-il dit clairement.
Édouard s'est engagé dans des pratiques très dangereuses. Des pratiques qui détruisent les âmes. Il faut absolument que Nadine reste ici, loin de cet homme. Elle ne doit en aucun cas retourner là-bas. Nadine est restée chez ses parents. Les jours ont commencé à passer lentement. Elle essayait de retrouver un peu de paix, un peu de normalité. Elle s'occupait de son bébé. Elle aidait sa mère aux tâches ménagères. Elle recommençait petit à petit à sourire. Mais cette paix fragile n'a malheureusement pas duré très longtemps. Chers amis, abonne-toi dès maintenant pour rejoindre la tribu de Mama Aya et laisse Mama Aya te guider dans des histoires africaines fascinantes et mystérieuses. Un matin, alors que le soleil venait à peine de se lever, Édouard est arrivé devant la maison des parents de Nadine. Il n'était pas seul. Il était accompagné de 2 hommes que personne ne connaissait. Des hommes à l'allure patibulaire. Et surtout, il portait une machette à la main. Une grande machette bien aiguisée qui brillait au soleil. Il criait, il hurlait, il exigeait que Nadine sorte immédiatement. « Elle doit revenir avec moi !» hurlait-il comme un possédé. « Elle m'appartient, cet enfant m'appartient. Personne n'a le droit de me les prendre. » Le père de Nadine est sorti calmement pour lui faire face. Il n'avait pas peur. Il savait qu'il devait protéger sa fille. Quelques voisins commençaient déjà à se rassembler, alertés par les cris. « Jamais !» a dit le père d'une voix ferme et déterminée. « Ma fille ne retournera jamais avec toi. Jamais. Tu peux crier tant que tu veux. Alors elle doit me rembourser la dot, tout, jusqu'au dernier centime, avec les intérêts. Nous te rembourserons ta dot, chaque centime. Mais elle ne revient pas avec toi. C'est définitif. » Édouard a craché par terre avec mépris. Son visage était déformé par une rage incontrôlable. Il a planté sa machette violemment dans le sol, juste devant les pieds du père de Nadine, dans un geste d'une violence symbolique évidente. « Vous allez tous le regretter. Vous allez regretter de m'avoir défié. » De plus en plus de voisins s'étaient rassemblés maintenant. Ils regardaient voir la scène avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Certains connaissaient l'histoire, d'autres découvraient la situation. Édouard a finalement arraché sa machette du sol. Mais avant de partir, il a fait quelque chose qui a glacé le sang de tous les témoins. Il a sorti de sa poche une petite bourse en tissu. Il l'a ouverte. Il en a extrait une poudre rouge. Une poudre d'un rouge sang, qui semblait presque briller d'une lumière étrange au soleil. Et sous les yeux horrifiés de tout le monde, il a jeté cette poudre à l'entrée de la maison, traçant une ligne rouge sur le sol. « Si elle ou l'enfant franchissent cette ligne, » a-t-il déclaré d'une voix forte et claire que tout le monde pouvait entendre, « ils mourront, tous les 2, dans d'atroces souffrances. C'est une promesse. » Puis il est parti, accompagné de ses 2 acolytes, laissant derrière lui un silence de mort. Les voisins se regardaient, choqués. Certains se sont éloignés rapidement, comme s'ils avaient somme peur d'être contaminés par cette malédiction. Le père de Nadine a regardé longuement la poudre rouge étalée sur le sol devant sa maison. Sa femme pleurait silencieusement derrière lui. « Il faut appeler le pasteur immédiatement », a-t-il dit d'une voix blanche. Le pasteur est venu dès qu'il a reçu le message. Il a vu la poudre rouge. Il a prié longuement devant l'entrée de la maison. Il a aspergé la zone avec de l'eau bénite. Il a béni toute la maison, chaque pièce, chaque coin, chaque recoin. Il a prié sur Nadine, sur le bébé, sur toute la famille. Ne laissez surtout personne franchir cette entrée pendant au moins 1 semaine. A-t-il conseillé avec gravité. Personne. Ni entrer ni sortir par là. Utilisez la porte arrière si vous devez sortir. C'est très important. La famille a scrupuleusement obéi. Pendant 1 semaine, ils ont utilisé uniquement la porte arrière de la maison. Nadine et son enfant sont restés confinés à l'intérieur. Mais un jour, dans un moment d'inattention tragique, alors que tout le monde pensait que le danger était passé, le bébé a réussi à s'échapper de la surveillance de sa grand-mère. La petite fille jouait tranquillement dans le salon.
Puis elle a commencé à ramper vers la porte d'entrée qui était entrebâillée pour laisser passer un peu d'air. Elle a franchi le seuil. Elle est passée exactement là où la poudre rouge avait été jetée, là où le pasteur avait prié, mais où restait peut-être encore une trace invisible du maléfice. Quelques minutes à peine après avoir franchi ce seuil, l'enfant s'est mise à pleurer. Pas des pleurs normaux, des cris déchirants. Puis, soudainement, elle s'est effondrée par terre, inconsciente. Nadine, qui était dans sa chambre, a entendu les cris. Elle a accouru. « Mon enfant, mon enfant !» a-t-elle hurlé en découvrant son bébé inanimé sur le sol. Elle l'a pris dans ses bras. L'enfant était brûlante de fièvre. Une fièvre qui n'avait aucun sens, qui était apparue en quelques secondes seulement. Ses petits pieds commençaient déjà à enfler de manière totalement anormale, prenant une couleur étrange, presque violacée. La famille entière a paniqué. La grand-mère pleurait, se reprochant de ne pas avoir mieux surveillé. Le grand-père a immédiatement envoyé quelqu'un chercher le pasteur en urgence. En attendant, il ne savait pas quoi faire. L'enfant ne répondait plus. Sa respiration était faible, saccadée. Le pasteur est arrivé aussi vite qu'il a pu. Quand il a vu l'état de l'enfant, son visage s'est assombri. « Elle a franchi l'entrée, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé, même s'il connaissait déjà la réponse. « Oui », a avoué la grand-mère en sanglotant. « Je l'ai perdue de vue quelques instants. Quelques instants seulement. Il faut prier maintenant. Beaucoup prier. Prier comme nous n'avons jamais prié. » Il a posé ses mains sur le petit corps brûlant de fièvre. Il a commencé à prier à voix haute, avec une ferveur intense. Il a prié pendant des heures, sans s'arrêter, sans boire, sans manger. Nadine priait avec lui, les larmes coulant sans interruption sur ses joues. Elle regardait son bébé souffrir sans pouvoir rien faire. C'était une torture insoutenable. Progressivement, après ce qui a semblé une éternité, la fièvre a commencé à baisser légèrement. L'enfant a ouvert les yeux. Elle a regardé autour d'elle, l'air perdu, désorientée. Mais elle était vivante. Elle respirait. Nadine l'a serrée contre elle, en pleurant de soulagement. Mais ce n'était que le début d'un calvaire. Les nuits qui ont suivi ont été absolument cauchemardesques. L'enfant ne dormait presque plus. Quand elle réussissait à s'endormir, elle se réveillait en hurlant après quelques minutes seulement. Ses petits pieds restaient enflés, douloureux. Elle ne pouvait plus marcher. Elle pleurait constamment. Et surtout, elle parlait. Elle disait des choses qu'aucun enfant de son âge ne devrait dire. Des choses terrifiantes. « Papa me poursuit », murmurait-elle dans son sommeil agité. « Papa veut me prendre. Papa me tire. Papa est méchant. » Nadine ne dormait plus du tout. Elle veillait sur son enfant jour et nuit, les yeux rougis par le manque de sommeil et les larmes. Elle la voyait souffrir sans pouvoir vraiment l'aider. La culpabilité la rongeait de l'intérieur. C'était à cause d'elle, à cause de son mariage avec cet homme, à cause de sa naïveté, à cause de son aveuglement. Le pasteur revenait chaque jour. Il priait sur l'enfant, il loignait d'huile, il chassait les mauvais esprits. Mais rien ne semblait vraiment fonctionner durablement. L'enfant allait un peu mieux pendant quelques heures, puis elle replongeait dans les cauchemars, dans la fièvre, dans la souffrance. Après une semaine de ce calvaire, le pasteur a réuni toute la famille. Son visage était grave, fatigué. « Ce sera long », a-t-il dit honnêtement. « Très long, mais absolument nécessaire. Il faut 1 mois complet de prières intensives pour briser complètement l'emprise qu'Édouard a placée sur cet enfant. 1 mois sans interruption, c'est la seule solution. »« 1 mois entier ?» a demandé Nadine, épuisée. « Oui, chaque jour, plusieurs heures par jour, avec jeûne et prière. C'est le seul moyen de sauver définitivement votre fille. » Nadine a accepté sans hésiter. Elle était prête à tout.
absolument tout pour sauver son enfant. Chaque jour, sans exception, le pasteur venait. Il priait pendant des heures. Nadine priait avec lui. Elle jeûnait. Elle suppliait Dieu de protéger sa fille, de la délivrer de cette malédiction, de lui rendre sa vie d'enfant normale. Les premiers jours ont été les plus difficiles. L'enfant continuait à souffrir terriblement. Mais petit à petit, progressivement, les choses ont commencé à s'améliorer. Les cauchemars se sont espacés. Il ne venait plus toutes les nuits, mais seulement quelques fois par semaine. Les pieds ont commencé à dégonfler lentement. L'enfant a recommencé à sourire par moments, à jouer un peu, à manger normalement. Après 2 semaines, elle a recommencé à marcher. D'abord quelques pas hésitants, puis de plus en plus assurément. Après 3 semaines, elle riait à nouveau. Elle jouait avec ses cousins. Elle ressemblait de plus en plus à l'enfant normal qu'elle aurait toujours dû être. 1 mois exactement après le début des prières intensives, l'enfant était complètement rétabli. Elle ne faisait plus de cauchemars. Ses pieds étaient anormaux. Elle était joyeuse, vive, pleine d'énergie. Nadine a pleuré de soulagement. Elle a remercié le pasteur encore et encore. Elle a remercié Dieu à genoux. Elle a remercié ses parents d'avoir été là, d'avoir cru en elle, de l'avoir soutenue. Mais l'histoire n'était pas encore complètement terminée. Quelques semaines après la guérison complète de l'enfant, une nouvelle est arrivée au village. Une nouvelle qui a été rapportée par quelqu'un qui venait de la ville où vivait Édouard. Édouard était mort. Il s'était couché un soir, apparemment en bonne santé, et ne s'était jamais réveillé. Mort dans son sommeil. Pas de maladie apparente, pas d'accident, rien. Il était simplement mort dans son lit, seul. Quand Nadine a appris la nouvelle, elle est restée silencieuse pendant longtemps. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle n'a même pas semblé vraiment surprise. Elle est restée assise, regardant par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Quelque part, au fond d'elle, elle savait que cette fin était inévitable, que les pratiques auxquelles Édouard s'était adonné finiraient forcément par se retourner contre lui. Que personne ne peut jouer impunément avec des forces aussi sombres sans en payer le prix. Le père d'Édouard est venu voir Nadine quelques jours après l'enterrement. C'était un vieil homme voûté, l'air brisé par la douleur. Il voulait récupérer l'enfant. Il expliquait que c'était la seule petite fille qu'il avait, que l'enfant devait porter le nom de son père, qu'elle devait grandir dans la famille paternelle, selon la tradition. « Non », a répondu Nadine d'une voix calme, mais absolument ferme. « Cet enfant reste avec moi. Elle ne quittera jamais ma protection, loin de tout ce qui a détruit son père. » Le vieil homme a insisté. Il a plaidé sa cause. Il a essayé de faire appel aux traditions. Il a supplié. Il a même proposé de l'argent. Mais Nadine est restée inébranlable. « J'ai failli perdre ma fille à cause de votre famille, » a-t-elle dit en le regardant droit dans les yeux. « À cause de ce que votre fils est devenu. Je ne la laisserai jamais, jamais grandir dans cet environnement. Elle restera ici, avec moi, avec mes parents, dans la lumière et dans la foi. » Le vieil homme s'est reparti, vaincu, comprenant qu'il ne pourrait rien faire. Nadine a regardé partir la dernière trace de cette vie qu'elle avait essayé de construire avec Édouard. Une vie qui n'avait été finalement qu'une terrible illusion. Une vie bâtie sur des secrets, sur des mensonges, sur des forces obscures qu'elle n'aurait jamais dû côtoyer. Les mois ont continué à passer lentement. Nadine a reconstruit sa vie petit à petit, pierre par pierre. Elle vivait chez ses parents avec sa fille. Elle l'élevait dans la foi et dans la simplicité. Elle ne parlait jamais de remariage. Elle ne cherchait pas d'homme. Elle avait appris une leçon terrible mais définitive. Des prétendants se présentaient parfois. Des hommes respectables, bien établis, qui voulaient l'épouser. Des hommes que ses parents approuvaient. Mais Nadine refusait poliment à chaque fois. « Je ne suis pas prête, » disait-elle simplement.
sans donner plus d'explications. En vérité, elle avait fait un choix définitif. Elle avait choisi son enfant avant tout. Elle avait choisi la paix plutôt que la compagnie. Elle avait choisi de ne plus jamais mettre sa vie et celle de sa fille en danger pour un homme, quel qu'il soit. Sa fille grandissait merveilleusement bien. Elle était intelligente, joyeuse, curieuse, en parfaite santé. Elle ne se souvenait presque plus de son père. Elle ne se souvenait pas de la maladie, des cauchemars, de la souffrance. C'était mieux ainsi. Nadine ne lui parlait jamais d'Édouard. Elle ne voulait pas remplir son esprit d'images sombres, de peurs inutiles. Elle voulait que sa fille grandisse dans la lumière, libérée du passé. Parfois, la nuit, quand tout le monde dormait, Nadine repensait à tout ce qui s'était passé, à la calebasse cachée sous le lit, aux menaces à choses terrifiantes, à la fuite dans la nuit, à la poudre rouge jetée devant la maison, à la maladie de son enfant, à ses cauchemars où sa fille criait que son père la poursuivait. Elle frissonnait en se remémorant ces moments. Elle se demandait comment elle avait pu être aussi aveugle pendant 4 ans, comment elle n'avait rien vu, comment elle n'avait rien soupçonné. Mais elle avait aussi compris quelque chose d'essentiel, quelque chose qui allait guider le reste de sa vie. L'amour seul ne suffit pas. La confiance aveugle ne suffit pas. Il faut aussi de la vigilance, de la lucidité, du courage pour partir quand quelque chose ne va pas, du courage pour dire non, du courage pour protéger ce qui est vraiment important. Nadine avait eu ce courage au moment crucial. Elle avait écouté les avertissements. Elle avait fui quand il le fallait. Elle avait sauvé son enfant. Elle s'était sauvée elle-même. Et maintenant, elle vivait dans la paix. Une paix qu'elle avait gagnée au prix fort. Une paix tachée de larmes et de souffrances. Mais une paix qu'elle ne laisserait personne lui arracher. Elle regardait sa fille jouer dans la cour familiale. Elle riait. Elle courait pieds nus dans la poussière. Elle attrapait des papillons. Elle était vivante, pleinement vivante. Et c'était tout ce qui comptait vraiment. Nadine avait fermé définitivement la porte sur ce chapitre sombre de sa vie. Elle ne regardait plus en arrière. Elle ne se retournait plus. Elle avançait, un pas après l'autre, avec sa fille, avec sa famille qui l'avait soutenue, avec sa foi qui l'avait sauvée. Elle avait choisi la vie plutôt que la mort. Elle avait choisi la paix plutôt que l'illusion de l'amour. Elle avait choisi de ne plus jamais accepter l'inacceptable. Et cette décision l'avait véritablement libérée. Chers amis, Mama Aya vous conseille de toujours rester vigilant dans vos relations. L'amour véritable ne se cache pas derrière des interdictions étranges et des secrets inquiétants. Si quelque chose vous paraît anormal dans votre couple, n'ayez jamais peur de poser des questions, de chercher la vérité et surtout, de partir quand votre sécurité et celle de vos enfants sont menacées. Aucun mariage, aucune tradition, aucune pression sociale ne vaut la perte de votre vie ou celle de vos proches. Protégez-vous toujours, restez connectés à votre famille et à votre communauté. Et rappelez-vous que la paix et la vie valent infiniment plus que l'amour à tout prix. C'était votre conteuse Mama Aya. En cette période festive, si cette histoire a réchauffé ton cœur, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines aventures. Laisse-moi aussi un commentaire chaleureux et dis-moi depuis quel pays tu m'as écouté.